Bonsoir à tous et à toutes, si ça vous va, je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. On est ravis de faire cette table ronde chez Théodo sur les Gen AI dans les équipes produits. Je vois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. On va passer du coup 1 heure ensemble, 50 minutes de table ronde et après une partie de Q&A. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin. Je vais d'abord laisser nos différents speakers se présenter. À toi l'honneur, Chloé. Merci beaucoup, Roxane. Donc moi, je m'appelle Chloé. Je suis product manager chez Théodo depuis 2 ans. Et mon histoire avec ChatGPT a commencé lors de sa sortie. Rapidement, j'ai été assignée à un projet, le premier produit d'IA générative à Théodo, un projet qui s'appelait Quiver. Et du coup, j'ai commencé à me passionner pour cette technologie. Et aujourd'hui, du coup, je m'occupe aussi des formations des équipes en interne et pour nos clients. Salut, moi c'est Mehdi, je suis le fondateur et CEO de Revo.pm, qu'on aime bien présenter comme le premier AI Product Manager au monde, un copilote complètement dédié à la fonction produit. On y a cru très tôt, on a commencé avec GPT-2 et GPT-J il y a quelques années, avec pour ambition de créer un copilote qui reproduirait le rôle de PM pour les équipes produits. Et avec les sauts qualitatifs qu'on a eus, c'est surtout à partir de 2023-2024, GPT-3 puis GPT-4. Là, on est enfin capable de présenter au monde Revo et donc un copilote vraiment dédié au produit sur la verticale à 100% et qui a des résultats assez impressionnants et dont on est très, très heureux et dont on vous parlera. Bonsoir tout le monde, moi c'est Chantal, je suis groupe product manager chez Decathlon Digital. Donc, je ne présente pas Decathlon, mais Decathlon Digital, pour le coup, on est 4000 qui travaillons sur des produits allant de la création de nos produits sportifs à la value chain, la supply, jusqu'à la vente et la circularité autour de l'expérience sportive et le retour de produits, la seconde vie, etc. Donc voilà, grand groupe digital. Et je pense que ce soir, je vais apporter voilà, la douche froide de ce que c'est la réalité des grands groupes aussi. Parce que voilà, on est dans une réalité qui est propre à nous. Donc hâte de vous partager ça. Bonsoir. Les douches froides, c'est pour avoir plus chaud après. Mais donc Sylvain, enchanté d'être avec vous ce soir. J'ai en charge produit design data et compliance chez Payfit, qui est un logiciel de paye et de SIRH, notamment pour les non-experts en paye. Donc vraiment les 0 à 100 employés sur les TPE et PME en France, au Royaume-Uni et en Espagne. Et on fait beaucoup de choses avec l'IA, à la fois interne, customer facing, on travaille aussi avec Revo, etc. Donc on pourra vous partager pas mal de choses très concrètes, je l'espère. Merci. Alors pourquoi ce thème? En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis 3 ans, on a un nombre de, je dirais, de copilotes d'IA génératifs qui se sont multipliés, que ce soit justement ChatGPT, Copilote, DUS, etc., et qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que maintenant, on peut vraiment générer des contenus, des slides, des images, etc. Donc ça démultiplie complètement la productivité qu'on peut avoir avec l'IA. Et on voit des études qui nous montrent qu'on peut gagner jusqu'à 5 heures par semaine avec l'IA générative. Sauf que dans les faits, si le sujet est méga stratégique, on voit que peu d'entreprises ont réussi à vraiment l'utiliser au quotidien. Il y a une étude qui est sortie hier de Moza avec 80 entreprises interrogées, dont Payfit, sur l'utilisation réelle de la Gen AI dans les équipes produits. Et on voit qu'en fait, seulement 36% l'utilisent au quotidien. Donc on voit en fait qu'il y a un décalage entre les promesses et la réalité. Et c'est la première question qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est qu'on parle du coup de PM qui sont augmentés avec l'IA, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment réussir à faire en tant que product manager avec l'IA? Quels sont les use cases les plus puissants? Je ne sais pas si Chloé, tu veux commencer avec cette première question? Merci. Oui, effectivement, nous, on a observé du coup à Théodo, on se rend compte que l'IA peut vraiment révolutionner le métier de PM, d'autres métiers aussi. Mais du coup, on s'est intéressé au sujet des product managers. Il y a plusieurs types de tâches et je pense que l'objet de cette table ronde, c'est aussi de partager différents use cases et différentes tâches qu'on va pouvoir augmenter grâce à l'IA.
Mais déjà, pour donner un peu un cadre, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 différents niveaux d'utilisation de la GenAI pour les PM. Le premier dont on parle beaucoup, c'est pour gagner en productivité au quotidien. Donc ça va être sur des tâches simples ou des tâches plus complexes, mais en tout cas des tâches de productivité. Le deuxième niveau, c'est quand on se rend compte qu'on va pouvoir vraiment débloquer des problèmes complexes grâce à l'IA. Et là, on va pouvoir vous partager aussi d'autres use cases. Mais pour moi, le vrai game changer, là où on se rend compte que la GenAI peut vraiment changer notre métier, c'est quand on comprend qu'on va pouvoir monter et développer des nouvelles compétences grâce à l'IA, qu'on va pouvoir introduire des nouvelles features qui ont du sens pour nos produits. Et ça, pour moi, c'est un peu le 3e niveau. Et du coup, peut-être que je laisse les autres partager déjà certains des cas d'usage. Je pense qu'il est intéressant déjà de dire qu'en fait, aujourd'hui, on utilise les LLM à une très faible fraction de leur potentiel. Je vais prendre pour exemple, pour base, ChatGPT que vous connaissez tous. Donc, je fais une query, je lui parle, il me répond. Ça, c'est la base. Il répond avec son entraînement classique, son entraînement global. Il a été entraîné sur des millions de pages web, des Wikipédia, des livres. Voilà. On a cristallisé toute la connaissance humaine dans son entraînement. Déjà, ça, c'est extrêmement puissant. Et donc, l'expérience actuelle, c'est query, answer. C'est bien. Maintenant, si on va au-delà et qu'on regarde les technologies, les pipelines qu'on a développés ces dernières années, on se rend compte que le potentiel est infiniment plus grand. Par exemple, on a développé une technique que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation. Je lui parle, il comprend ce que je veux et il va chercher de manière sémantique des informations dans une base de données qui m'appartient, une base de données vectorielle. Il va chercher des informations pour enrichir la réponse. Donc non seulement il a son entraînement, mais il a aussi une base de données vectorielle avec toutes mes informations qu'il va pouvoir appeler pour enrichir sa réponse. Ça, c'est déjà plus intéressant. Et après, on a découvert que les LLM, on est capable de leur faire exécuter des fonctions. Je peux lui dire, OK, tu vas aller chercher sur le web, ou tu vas aller chercher un document, mais il peut aller encore plus loin. Tu peux aller créer un ticket Jira. Tu peux créer un document sur Notion. Tu peux aller faire un appel dans une base de données bien précise. Tu peux assigner un ticket à quelqu'un. Il peut exécuter des fonctions parce qu'il est capable d'exécuter du code pour moi. Et donc, quand je lui parle, il va être capable d'agir. Et la 4e étape pour aller encore plus loin, c'est que vous pouvez lui dire, OK, mon copilote, maintenant j'ai envie que tu travailles en arrière-plan pour moi. Ça va plus être je te parle et tu me réponds, ça va être écoute, tous les matins je veux que tu fasses ça, tous les jours je veux que tu fasses ceci, toutes les semaines je veux que tu ailles sur tel site, tous les mois je veux que tu me fasses un rapport de tout ce qu'on s'est dit sur Slack. Vous voyez, quand on combine toutes ces techniques ensemble, on est capable de créer des copilotes artificiels qui ressemblent de plus en plus à ce que fait un humain, à ce que fait un PM. Et donc là, on se rend compte très vite, une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, qu'on est à peine en train de d'effleurer, de toucher du doigt ce qu'on va être capable de faire dans les prochains mois. Et pour moi, 2025, la plupart des bons PM seront déjà bien augmentés. Et la différence se fera sur la qualité de son copilote. Celui qui va sortir du lot, c'est le PM qui aura le copilote le plus avancé. Et voilà, en disant ça, on est capable d'aller chercher énormément de cas d'usage. On pourra en creuser par la suite. Ouais, je pense que c'était intéressant, Sylvain, que tu rebondisses sur un des cas d'usage que vous avez déjà expérimenté et qui aujourd'hui est live. Ah ouais, peut-être, il faut malgré certains problèmes éthiques, des doutes, etc., c'est quand même une révolution type révolution copernicienne. Et donc, si on prend 10 cas d'usage que vous avez tous les jours, je dois faire un benchmark, je dois comprendre le pricing, je dois résumer un meeting, je dois reformuler quelque chose, je dois m'aider à faire un template ou à le reformater pour un autre outil. Je dois faire de l'analyse de sentiments par rapport à du feedback sur 10 sources de données. Ouais, tout ça, c'est des choses dont les capacités fondamentales des LLM et de l'IA sont déjà très bonnes. Quelques soucis encore à régler. C'est des cas d'usage hyper concrets. Donc nous, on a par exemple, on utilise par exemple Dust d'un point de vue assistant. On a des assistants spécialisés pour, par exemple, que les PM puissent et les designers puissent dialoguer avec les personas pour les aider à réfléchir dans une phase de construction. Donc, il y a des usages comme ça, il y en a des dizaines.
un usage pour moi quotidien, c'est il y a quand même beaucoup d'informations et de partage. Et la problématique de la documentation, du partage de l'information, de la compréhension de l'information, c'est un truc qui existera toujours. Parce que tout le monde ne lit pas pareil, tout le monde ne comprend pas pareil. Il faut répéter plusieurs fois les informations, etc., les repackager. Et en fait, sur ces sujets-là, moi, j'ai par exemple, c'est évidemment un assistant ouvert, mais pour résumer tous nos team reviews, pour chercher dans tous mes channels Slack, etc. Et c'est des usages qui me font gagner. Et en plus, comme c'est facile avec le RAG d'avoir les sources et la notation, entre guillemets, et ça, c'est des cas d'usage très, très concrets pour un PM. Et je pense qu'il faut vraiment changer de mentalité. Il y a plein de choses qui vont s'améliorer, mais comment j'apprends une nouvelle compétence qui est la question que je me posais au quotidien avant, comment je le fais avec l'IA et comment je pense le faire avec l'IA, même quand je ne sais pas le faire. Je pense que c'est vraiment un changement à faire, qui est d'ailleurs un bon mécanisme d'apprentissage en général. Et il y a des phases d'excitation, de disappointments, de learnings, etc. C'est évident, tout ne marche pas comme on le souhaite, mais quand on sait l'utiliser, c'est quand même assez phénoménal. En parlant de mindset, tu me disais, Chantal, juste avant, justement que chez Decathlon, c'est très différent parce que l'usage est très limité, mais que tu vois quand même des PM qui l'utilisent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, carrément. Oui, parce que peut-être pour partir du début en fait, de la question, c'est aussi la question de que fait un PM au day-to-day. Et nous, on voit une énorme variété entre ce qui est le quotidien en fait, de product manager, qui parfois s'apparente, et on ne va pas se mentir, à des project managers, à des gestionnaires de feature factory, parce qu'en fait, on est dans un environnement de transformation où on n'a pas encore transformé tout le monde. On a d'autres qui font beaucoup plus ce que tu évoquais, des benches, des analyses de pricing, etc. Mais en fait, on a une réalité qui est très, très variable en fait, sur le day-to-day et les manques en productivité. Et moi, j'ai l'espoir que justement, ces outils qui nous augmentent les PM nous permettent de sortir en fait encore plus de ce rôle opérationnel, delivery. Je vois des PM qui font énormément de choses répétitives qui clairement sont automatisables et qu'on va pouvoir vraiment les amener à devenir des product managers comme on l'entend, je pense, dans un monde digital en dehors des grands groupes. Donc voilà, donc ça c'est déjà dans ce contexte-là, c'est vers ça, je pense j'espère qu'on va aller. Par contre, oui, aujourd'hui, on est limité. On est beaucoup plus fort à construire des produits en IA que de les utiliser chez nous. Et surtout sur des rôles de PM qui, en fait, ne sont pas un rôle majoritaire dans notre entreprise. Parce que, en fait, les PM représentent, à l'échelle de toute l'entreprise, de 100 000 employés, on doit être dans les 300-400. Donc, ce n'est pas les premiers où on va chercher à augmenter leur productivité. On va plutôt regarder comment on simplifie la gestion de stock, nos magasins, etc. Donc, c'est aussi pour ça que ce n'est pas la priorité, mais forcément, c'est quelque chose que nos PM font face tous les jours. Et du coup, contournent la non-disponibilité d'outils avec les moyens qu'ils ont. Surtout l'utilisation de l'outil de GenAI, mais du coup, comme tu le disais, avec des modèles génériques, donc ce qui reste encore limitant malheureusement. Mais bon, j'ai l'espoir qu'une fois que le marché maturera, les grands groupes seront aussi plus à même de prendre des risques et de tenter d'aller chercher de la valeur en prenant des solutions qui permettent d'aider leurs équipes à être plus productives. Oui, et tu me disais, ça m'a frappé, tu me disais, les PM qui utilisent de l'IA chez Decathlon, il y en a beaucoup qui se ressentent comme étant des tricheurs, comme si utiliser l'IA, c'était aller tricher, alors qu'en fait, au contraire, utiliser l'IA, c'est une nouvelle compétence, et c'est quelque chose qui devrait être valorisé, parce qu'en fait, ils vont plus vite que les autres. Donc en fait, c'est beaucoup plus malin. Oui, je pense que honnêtement, je pense que c'est pas propre à nous. Moi, je vois encore plein de gens qui s'excusent. Ils disent ah oui, j'ai utilisé ChatGPT. Voilà, un peu en mode j'ai pas fait la chose qu'il fallait faire, mais j'ai trouvé un moyen. Alors qu'en vrai, oui, c'est smart, c'est bien, mais du coup, faites-le aussi de façon intelligente, parce que j'ai aussi vu des choses, du copier-coller. Ça se voit que c'est
voilà, déjà, c'est dans un anglais parfait. Donc, je me dis, ah, c'est marrant, personne n'a vachement progressé, c'est incroyable. Mais en plus, voilà, c'est un texte énorme, c'est des slides illisibles pour des humains. Donc, je pense qu'il y a aussi, voilà, derrière la maîtrise de comment utiliser ces outils qui est hyper importante. Et tu nous disais tout à l'heure, Chloé, que en plus des, je dirais, des cas d'usage justement de productivité, toi, tu le vois aussi comme un moyen de développer des nouvelles compétences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que tu l'as expérimenté et concrètement, en tant que PM, là, sur quelles nouvelles compétences je peux monter grâce à l'IA? Oui, alors j'ai un exemple que j'aime bien quand je parle de monter en compétences, justement. Euh, En fait, au tout début, justement, sur le premier projet GenAI sur lequel j'ai travaillé, il y a un moment où on s'est retrouvé avec une feature de notre produit qui marchait mal, c'était l'onboarding. C'est-à-dire qu'on avait énormément de gens qui arrivaient sur notre produit et qui ne comprenaient pas comment, et qui n'étaient pas des utilisateurs actifs. C'est-à-dire qu'ils arrivaient sur le produit et ils ne comprenaient pas comment s'en servir. Donc, on avait clairement un problème d'onboarding et c'était des sujets qui concernaient plutôt des designers où il fallait qu'on revoie l'UX. Et du coup, ce n'était pas mon rôle. Et en fait, j'ai mon équipe qui m'a conseillé de m'appuyer sur un livre qui s'appelle The Laws of UX. Sauf qu'on était hyper pressés, on n'avait pas forcément le temps de lire tout le bouquin, d'apprendre la théorie et les concepts. Et donc, on a parlé de RAG tout à l'heure, je me suis appuyée sur un RAG pour aller poser des questions directement au livre et lui demander de me donner les principes, les meilleurs principes de Steve pour créer un onboarding. Et du coup, il m'a guidée pas à pas sur comment améliorer mon UX. Et en vraiment quelques jours, on a pu mettre en production cette feature. Et ça a fait passer notre produit de 42% à 58% en une semaine. Donc là, on a vu un impact direct sur le produit. Et c'était vraiment, et c'est que je disais, c'est un peu le troisième niveau où je me suis dit, OK, en fait, c'est vraiment game changer. Ça a introduit une nouvelle feature qui a vraiment aidé, qui a eu un impact direct. Donc c'est un des exemples que j'aime bien pour dire que voilà, ça peut aussi faire monter en compétence sur certains sujets. Même si je ne suis pas devenue UX designer en une journée, au moins j'ai pu m'appuyer sur des principes que je n'aurais pas forcément utilisés avec le temps imparti. Je pense que toi, Mehdi, tu es aussi vachement au cœur des cas d'usage. Quel est le cas d'usage que tu trouves le plus puissant à mettre en œuvre avec de l'IA? Il y a plusieurs catégories de cas d'usage. En gros, l'humain, le PM doit se concentrer sur ce qui fait de lui un humain, c'est-à-dire la créativité, l'empathie, le leadership, la prise de risque, l'intuition. Tout ça, c'est pour ça qu'on a fait ce métier à la base, c'est vraiment voilà, avoir un pied dans le futur, aller chercher des choses qui n'existent pas et le faire à s'aligner avec des gens. Et souvent, on entend les PM, moi je voulais faire de la discovery, j'en fais quasiment jamais, je fais que de la delivery, je fais que du ticketing, je fais que de l'admin, j'en peux plus. Voilà. On entend souvent ça chez les PM. Alors, il y a une catégorie où l'IA peut déjà nous aider, c'est toutes les tâches qui sont rébarbatives, automatisables, où il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de documents à lire et à traiter. Et bien là, c'est le premier cas d'usage super évident. Donc, un exemple, moi, chez Payfit, par exemple, on a 5000 tickets par semaine sur Salesforce. Avant, il fallait les lire individuellement. Et il y avait donc le sales qui doit aller mettre le ticket dans Product Board. Et puis après, il y a la personne qui doit aller mettre les labels, les lire, et les analyser. Avec les LLM, c'est fini. Donc Revo, par exemple, il a une API, il va chercher tous les tickets, il lit, il fait un call LLM sur chaque conversation, donc il analyse chaque conversation, il met des labels, il organise, il sort, il extrait une sentiment analysis, il extrait c'est quoi le feedback produit en question, et il le met dans une table, dans sa mémoire vectorielle pour être capable de l'exploiter. Donc, si je demandais à ChatGPT, analyse-moi tous les feedbacks qu'on a eus en septembre, il ne pourra jamais faire, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup trop de données. En revanche, si vous avez une pipeline où le LLM il est allé traiter toutes les conversations une par une, il a cherché des mots-clés, là, vous pouvez demander, Revo, analyse-moi tout le feedback qu'on a eu en septembre. Il va être capable de sortir tous les thèmes, tous les volumes et de répondre à n'importe quelle question sur le sujet. Donc, en fait, il y a des pipelines qui permettent de répondre à ces cas d'usage où, en fait, l'IA est meilleure que nous. Et un autre type de cas d'usage, c'est un support pour ma réflexion. Là, on entend souvent dire les LLM, ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, ils ne savent pas raisonner. Oui, mais ce qui compte, c'est que quand moi je lis ce que le LLM me dit, moi je comprends ce qu'il me dit et ça fait sens. Et c'est ça qui compte, c'est que le sens, ça se passe dans notre esprit, donc c'est de la réflexivité. Je regarde
je lis du texte. Certes, le LLM, il n'est pas humain et il n'a pas des capacités cognitives comme celles d'un humain, mais ce support me permet d'exercer ma pensée de manière beaucoup plus efficace. Et donc, quand je parle à mon Revo sur une question, il peut être capable de m'accompagner dans ma pensée, il peut être capable de diverger. OK, j'ai une idée, propose-moi 5 autres idées. Je diverge, j'explore des choses que je n'avais pas vues. Et après, je peux choisir une branche et dire maintenant, je vais converger. OK, parmi tout ce que tu m'as proposé, il y a une chose qui m'intéresse, on va plonger dedans ensemble. Et il va m'accompagner, c'est moi qui pense, mais lui, il va m'apporter des données, il va m'apporter de la connaissance, il va m'accompagner pour aller jusqu'au bout. Et donc ça, c'est un autre cas d'usage qui est super intéressant. Et après, celui que je trouve le plus intéressant, moi, c'est le côté proactif du copilote du futur. C'est ce qu'on appelle, nous, superhuman awareness. C'est quand je dis à mon Revo, à mon copilote, OK, je veux que tu ailles chercher tous les jours toutes sortes d'infos pour moi. Et je vais te dire ce qui m'intéresse. Je veux, par exemple, chez PFIT, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, il y a certains membres de ton équipe qui doivent faire des rapports pour leur N+1 toutes les semaines, tous les mois. Et Marevo, il va aller lire tous les Slack, il va assister à tous tes meetings, il va extraire tout ce qui a été dit et il va faire des rapports automatiquement. Ça, il le fait sans que j'ai besoin de lui demander quoi que ce soit parce que je lui ai demandé une seule fois et ça lui suffit. Il va aussi aller chercher sur les sites de mes concurrents quand il y a des nouvelles choses. Donc, je peux faire de la veille. Et il va lire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. C'est moi qui mets le rythme. Il va lire, il va analyser. Et quand il trouve quelque chose d'intéressant, et seulement quand il trouve quelque chose d'intéressant, il va venir vers moi dans mon feed me dire « Hey Mehdi, regarde, tel concurrent vient de sortir telle fonctionnalité, tu ferais bien de regarder. » Non seulement il me dit qu'il me trouve quelque chose d'intéressant auquel je n'avais pas pensé, que je n'avais pas vu, donc superhuman awareness. Et en plus, il me dit, si tu veux, moi, je peux te faire un mail et je peux aussi te faire une analyse compétitive et je peux faire un gap assessment. Il me propose des actions de lui-même. Et quand je clique, et ben là, il va m'écrire mon mail, il va m'écrire mon analyse. Donc, en fait, il pense à côté de moi, il pense pour moi, il travaille pour moi, en fait. C'est pour ça que je dis qu'on touche à peine du doigt. Une fois qu'on commence à connecter toutes ces pipelines et qu'on a de la programmation autour du LLM, on peut vraiment créer une extension de soi-même. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, nous, c'est permettre à tous les PM aujourd'hui de créer des extensions d'eux-mêmes. C'est-à-dire que chacun se crée son avantage compétitif en tirant le meilleur des LLM aujourd'hui et en ayant un système qui permet de travailler pour soi et donc de s'augmenter et devenir ce qu'on appelle le hybrid human AI PM. Donc devenir un peu le PM de demain hybride, à la fois très humain parce qu'on se concentre nous sur ce qu'on fait de mieux et à la fois augmenté sur toutes les tâches qui ne demandent pas du coup de passer du temps et de perdre de l'énergie parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de nos intelligences en fait. Mais je pense que Mehdi, là, tu nous fais tous rêver. J'ai vu pas mal de sourires dans la salle. Moi aussi. Mais il y a aussi une question de comment ça se passe. Je te laisse rebondir, Sylvain. Une majorité de ces choses-là sont possibles aujourd'hui. Pas toutes encore à qualité, etc. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Mehdi. Et vous ne serez peut-être pas d'accord, mais un ou une très bonne PM, fondamentalement, il y a 2 compétences fondamentales pour moi. Prioriser, parce qu'au final, tout est une question de priorité, et la pensée systémique. Parce qu'au final, quel que soit le flow, l'expérience, etc., ça fait toujours partie d'un tout. Et ça aussi, c'est hyper important. C'est quel que soit le niveau, la responsabilité, le focus d'un ou d'une PM, comment on peut aider. Donc, il y a toujours un niveau d'expertise plus fort sur un sujet, un domaine, une squad, une expérience, etc. Mais comment on peut aussi utiliser l'IA pour, entre guillemets, penser le système plus largement. Et ça, c'est... j'espère que ce n'est pas trop cryptique ce que je dis, mais ça permet la coordination, on va dire, entre PM ou au sein d'une expérience. Et je vous donne un exemple qui est sur le lien PM design très concret. C'est très très fréquent, je crois, de faire des design reviews avec certains stakeholders qui n'ont pas une très très bonne compréhension du design, et donc on regarde un écran versus un flow et une expérience. Et on peut toujours se poser la question de c'est quoi le concept fondamental de ce que le flow doit faire et c'est quoi les priorités que le flow doit accomplir. Okay, c'est plus intéressant que discuter de la couleur des boutons, etc., où tout le monde s'excite et où c'est l'expertise de quelques-uns. Et vous pouvez très simplement aujourd'hui mettre même dans des trucs génériques, c'est pas parfait, mais GPT Vision, en disant voilà le flow. Et dans mon prompt, je vais vous dire ce que je veux accomplir.
et faites-moi une critique. Il ne va pas comprendre tous les éléments du design, mais faites-moi une critique pour me rappeler les éléments essentiels. Et est-ce que vous ressentez que les priorités sont dans cet ordre-là? Moi, je l'utilise pour de temps en temps embêter mes designers. Ça marche très bien. Parce qu'en fait, on revient au niveau de la discussion conceptuelle et des wireframes versus des designs. Ensuite, vous pouvez discuter. Et ça, plus la partie intuition, la capacité à absorber le monde, on peut avoir une discussion philosophique, on est d'accord ou pas, mais il y a de plus en plus de données qui circulent et il y en aura encore plus. Et comment avoir cette capacité intellectuelle qui est à la fois forte mais reste limitée, de traiter beaucoup de données de différents domaines, de différentes sources, pour au final, chaque jour, prendre des décisions de priorité. Ça, je pense que c'est au niveau conceptuel, l'IA est faite pour ça. Mais ça n'enlève pas la nécessité de dialoguer, de comprendre, et peut-être un élément qui est rassurant, je pense, d'un point de vue usage. Moi, quand je regarde le top 10 des utilisateurs, des assistants, Dust, interne, etc., peu importe, sur le top 10, c'est une majorité de juniors, une majorité de gens moins de 30 ans, des stagiaires, des apprentis, des gens qui n'ont pas nécessairement la formation PM. Donc en fait, c'est quoi? C'est une question d'attitude. C'est une question évidemment d'appétit, c'est une question d'essayer. Et ça veut dire qu'on peut, et là c'est un sujet hyper important, comment engager, entraîner et tester et vraiment accompagner les gens dans cet apprentissage. Je pense que ça c'est un des sujets fondamentaux. C'est tout ce que dit Mehdi, c'est faisable. Il faut essayer pour comprendre où sont les difficultés, comment le faire, avec qui, etc. Voilà. Et j'en profite, mais justement, en tant que CPO de PayFit, comment est-ce que toi, tu as fait pour favoriser l'apprentissage et l'utilisation de l'IA dans tes équipes? On a fait, la réponse est toujours compliquée, à savoir c'est plein de choses, et il y en a qui marchent avec certains et d'autres qui marchent avec d'autres. Je vais vous donner quelques éléments. C'est important quand même d'avoir un engagement et un buy-in au niveau le plus élevé dans l'organisation. Ça, c'est important pour plein de raisons. Donc moi, perso, j'ai fait des workshops avec mes pairs du comité exécutif pour éduquer, etc., démontrer. On a fait des formations internes et externes. On a fait une note sur comment utiliser l'IA d'un point de vue privacy and security, parce qu'au départ, on n'avait rien en interne. On voulait juste que les gens essayent eux-mêmes avec ChatGPT ouvert, mais avec des guidelines précis. On a fait une semaine de l'IA avec 12 conférences internes et externes pour nos payfitters. On a créé un réseau de champions internes, ça c'est hyper important. Parce qu'au départ, on a commencé avec 3 personnes. Un des cofondateurs qui est un IC technique, un contributeur individuel, une personne de mes équipes qui est en Product Ops, que j'ai d'ailleurs officiellement renommé AI Ops, parce qu'en fait c'est ce qu'il fait, et moi, et on a poussé, on est allé voir par exemple chaque équipe, on va voir les RH, et on fait formation sur l'IA en général, et puis on va apprendre 7 cas d'usage de ce que l'IA peut faire pour les RH. On n'est pas spécialiste RH, étant chez PayFit un tout petit peu, mais je donne cet exemple. Et en fait, c'est très très simple de dire à un LLM, dites-moi, c'est quoi les 7 problématiques de RH d'un point de vue de talent acquisition à compensation and benefits, et c'est quoi les cas d'usage qui sont répétitifs, problématiques, etc. et comment l'IA peut... Donc en fait, vous posez à l'IA pour la question, la réponse, etc. Et vous ensuite donnez ces éléments pour faire comprendre aux experts comment ils peuvent s'approprier ce genre de choses. Et ça, on l'a fait avec chaque équipe. Et d'avoir un champion ou une championne dans chaque équipe est hyper utile, parce qu'en fait, c'est l'alliance de la compréhension de sujets fondamentaux et de... Enfin, quand même, tout le monde ne comprend pas exactement RAG, par exemple, et comment bien le faire. Donc, des gens qui ont un niveau d'expertise sur des sujets et des problématiques de ce type-là, et l'expertise métier. Donc, nous, on a fait des choses pour 50 personnes au Customer Support. Nous, on sait faire le routing automatique des tickets et la classification automatique, mais comment coupler ça dans les outils Salesforce avec skill-based mapping
pour que les tickets clients arrivent le plus vite possible vers la personne qui puisse les régler au service client, qui est un truc, personne aime faire du triage manuel de tickets. Enfin, je connais personne qui aime faire ça. C'est pas fulfilling, ça aide pas, le client attend, etc. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Qui en sales aime écrire des notes suite à un call client? Je connais pas de sales qui aime ça. Donc, en général, ils l'écrivent mal, de manière non templétisée. Du coup, le reste de l'organisation souvent se plaint, y compris les PM. Donnez-moi les feedbacks, je comprends pas, c'est hyper biaisé, vous avez parlé à un client et ça. Du coup, en fait, cette connexion entre expertise métier et LLM et IA, c'est là où se passe, on va dire, là où ça se passe. Voilà. Je voulais rebondir peut-être sur un cas d'usage qui peut paraître peut-être un peu étrange, mais je pense qu'on reste encore dans un environnement de travail où on a beaucoup d'humains. Du coup, on a des complexités, surtout dans une grande organisation, d'alignement, mais aussi d'entente de personnes. On a énormément de personnalités différentes. Et je pense qu'il y a aussi un cas d'usage autour d'enlever l'émotion en fait, de certains échanges. Et aussi d'éviter la procrastination. Parce que parfois, on va éviter certaines tâches parce que pour plein de raisons possibles, on a peur, la personne à qui on doit écrire nous a frustrés dans une autre situation, peu importe. En fait, on va reporter les choses. Et moi, j'essaie aussi d'inciter mes équipes à réfléchir à ça parce que quand on parle de productivité, ça peut paraître bizarre de parler d'émotion, mais je pense que l'interaction et ce que tu disais sur la réflexion, d'avoir un peu un sparring partner avec qui parler, c'est aussi que un outil de GenAI te parle hyper gentiment. Tu prépares ta candidature, ton CV, il dit et à la fin, good luck with your application. Et ça, c'est trop chouette. C'est avoir un autre collègue hyper supportive qui va être là et vous soutenir dans votre travail. Et ça, je pense que c'est pas négligeable du tout, parce qu'en vrai, on n'est pas des machines qu'il faut rendre plus productifs. On est aussi des gens avec des émotions, avec des choses qui nous bloquent dans la vie quotidienne. Et voilà, je vois aussi un cas d'usage là-dedans. Oui, qui est assez contre-intuitif de se dire qu'on va trouver de l'empathie avec une IA plutôt qu'avec son collègue, où là, on peut avoir un émotionnel fort. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Chloé ou Mehdi, sur justement comment favoriser l'adoption de l'IA dans des équipes? Yes. Je pense qu'on a pas mal d'éléments communs, mais effectivement, je pense que ça marche un peu différemment pour les différentes organisations. Il y a autre chose. Donc nous, sur le volet collaboratif, on a commencé un peu pareil aussi, avec des gens qui étaient des early adopters, ceux qui avaient vraiment envie de s'y mettre au début. Donc on a ouvert ce qu'on appelle une communauté de pratique, qui a permis de réunir ces gens qui voulaient identifier des cas d'usage. Et donc, on n'a pas utilisé l'IA pour aller identifier les cas d'usage. On a juste attendu que tout le monde cherche un peu de son côté. Et on s'est réunis toutes les semaines pour échanger sur ce qu'on avait pu identifier. Et c'est comme ça qu'on a chacun appris des autres. Et c'est vraiment hyper important parce que, pour le coup, tout le monde pense différemment et tout le monde va voir des cas d'usage à des endroits où les autres ne l'auraient peut-être pas identifié. Donc ça, c'est une des manières dont on l'a fait. Et pareil, dans la communauté de pratique, il y avait un peu de tout au niveau des profils. Il y avait notre CPO Hugues, des profils plus juniors, un peu de tout, des gens qui avaient envie d'essayer. Et une autre façon, du coup, d'essayer de faire adopter ces technologies, c'est en créant des GPTs, donc des agents dédiés. Typiquement, on a une de nos équipes qui a développé, je parlais tout à l'heure de résolution de problèmes complexes. Pour un de nos clients, on a dû développer une application sur le store et qui a reçu énormément de commentaires qu'il fallait analyser, à peu près 600. Ils avaient estimé que pour justement analyser tous ces commentaires, ça pouvait prendre jusqu'à 5 heures. Et du coup, ils ont décidé de développer un GPT qui allait pouvoir faire cette analyse, un GPT qui s'appelle Argos. Et du coup, ils ont développé ça et le fait de pouvoir le partager en interne aux équipes, ça permet aussi de mettre entre les mains d'autres collaborateurs des outils d'IA et donc de faire adopter ces outils. Voilà. D'autres manières de faciliter l'adoption, c'est d'abord se concentrer aussi sur l'accessibilité et l'UX. Donc nous, par exemple, Revo, on le met accessible sur Slack, donc on peut lui parler directement comme un collègue.
Il n'y a pas besoin d'aller sur un site ou sur une app en particulier, de faire un login, etc. Elle est tout le temps là, on a clic. C'est même pour ça qu'on a choisi le nom Revo. On voulait que ça soit hyper simple à taper, REVO. Je fais @Revo et puis j'y accès tout de suite. Donc l'UX, hyper important. Accessible, simple à comprendre, simple à utiliser. L'autre chose à favoriser, c'est de partager ses victoires et célébrer les belles choses qu'on arrive à faire et les communiquer en interne parce que c'est assez excitant quand on découvre un prompt et qu'on fait des choses qui nous semblent être la science-fiction et qui sont en fait réalisables. Et ça crée beaucoup d'excitation en interne quand on montre, regardez les mecs, ce que j'ai réussi à faire, c'est incroyable, je n'imaginais pas que c'était possible. Cette culture-là, je pense qu'il faut l'encourager et la favoriser parce qu'elle est vraiment très porteuse. Après, partager ses prompts. Les prompts de qualité, il faut les partager, tester, voir les prompts qui marchent et qui ne marchent pas, comparer ce qui marche et qui ne marche pas et expliquer aux gens, lorsqu'on fait des découvertes, voici pourquoi ce prompt marche et ce prompt ne marche pas. C'est une sorte d'art parce que ce n'est pas vraiment programmatique, ce n'est pas déterministe. C'est probabiliste, donc il faut aussi avoir ce mindset, cet état d'esprit, ok, ça ne va pas marcher à 100% des cas. Il faut accepter ces 5%, ces 10% de fois où ça ne marchera pas, parce que sur les 90% qui restent, on a souvent de l'or entre les mains. Donc voilà, faire réaliser que ce n'est pas un bug si ça ne marche pas du premier coup, c'est juste que c'est comme ça qu'un LM fonctionne. C'est comme quand je pose une question à un collègue, il va peut-être se tromper ou réfléchir ou ne pas avoir la réponse immédiatement. Le traiter un peu de la sorte. Puis après, il faut s'éclater. Nous, on s'était très vite fait des copilotes custom qui nous insultaient, qui disaient des trucs hyper marrants. Et on se les partageait, on racontait nos conversations qu'on avait avec eux et on s'est vraiment bien éclaté avec ça. Euh, c'est une nouvelle techno et il y a plein de choses qu'on découvre dessus et qui nous font qui enthousiasment les gens. Donc, autant mêler l'utile et l'agréable et aussi trouver du plaisir à faire ces découvertes. Je trouve que c'est intéressant quand tu parles des 10% qui ne marchent pas. Parce que moi, j'entends souvent ce frein qui est de dire, mais en fait, j'ai utilisé GPT, mais c'était nul, ou alors ça m'a pris plus de temps à prompter, écrire le bon prompt que de faire moi-même en fait l'analyse. Donc je trouve que ça en revient aussi aux cas d'usage sur lesquels on l'applique. On parlait de cas d'usage sur lesquels il y a énormément de volume de données à analyser, où là, en fait, dans tous les cas, même si tu passes 20 minutes à faire un bon prompt, ce sera toujours plus rapide que d'analyser. Est-ce que vous voyez des cas d'usage sur lesquels vous avez été vraiment convaincu que l'IA n'apporte pas de valeur? Ouais, Bonne question. Non, mais c'est rigolo parce qu'on parle d'IA, mais on parle surtout de Gen AI. Et puis, enfin, il y a quand même il y a 30 ans de machine learning derrière avec des choses qui marchent très très bien en ML. C'est pas toujours Gen AI. Et ça, c'est important d'en parler. Je donne un exemple. On s'est dit peut-être deux cas d'usage ou des choses qui connectent. Dans le processus d'onboarding de Payfit, comme dans plein d'autres boîtes, on demande plein de documents et on doit faire l'extraction de choses. Conceptuellement. Okay. En fait, ça marche très très bien avec l'OCR. Enfin, juste. Et on est sur notre problématique qui est différente dans d'autres boîtes ou même dans d'autres cas d'usage chez nous, c'est que sur ce cas, en gros, les modèles les plus avancés de Vision sont à 88% d'efficacité par rapport à l'OCR. Donc ils sont mieux et vont plus vite, mais ils font plus d'erreurs. Et donc le trade-off pour nous, c'est on ne peut pas se permettre. Donc là, par exemple, alors, cette équation-là va changer dans 1 ou 2 ans, c'est évident. Mais aujourd'hui, Gen AI, ce n'est pas la meilleure option pour ce cas d'usage dans notre contexte particulier, je précise. Un autre exemple, ça peut être, je sais pas, dans notre équipe data, on fait un modèle de forecast sur le churn, l'organique, etc. En fait, aujourd'hui, des modèles d'ML, etc., font les choses mieux que sur Gen AI. Donc, c'est pas dire je vais appliquer. Mais par contre, se poser la question par défaut, qu'est-ce que je peux faire avec Gen AI en premier, ça force la discussion d'intellect, etc. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Mehdi sur l'émulation,
l'émulation, ça nous fait tous, à différents niveaux, vibrer. Donc, partager des choses qui marchent bien, partager des échecs, de pourquoi ça va marcher. Et souvent, quand on partage des échecs, on voit qu'il y a un pourcentage, je ne sais pas si c'est 50, qui sont en fait des échecs de learning et pas des échecs d'IA et de LLM. Okay, donc, on est là pour avoir un apprentissage partagé, monter ensemble, etc. en général. Et il y a toujours une personne qui pourra expliquer « Ah non, en fait, là, est-ce que tu as bien compris le concept? Est-ce que tu as bien fait ça? Est-ce que, attends, moi, j'ai vu que ça a marché sur un autre cas, etc. » Donc, ouais, GenAI, c'est pas pour tout. Hein. Mais j'avais un autre exemple qui s'applique aussi un peu à nous, mais toutes les boîtes là, qui font du KYC, du KYB, Know Your Customer, etc. Et en fait, j'ai discuté avec une personne qui utilise d'ailleurs un peu d'AI aussi sur certaines parties. Et en fait, ça leur coûtait trop cher, en gros, de faire de la vérification par rapport à leur cas d'usage, ce qui n'est pas le cas pour plein d'autres boîtes. Et ils ont juste fait, en fait, ChatGPT plus Gemini plus Claude, qui va pinguer plusieurs sites. Et comme les modèles sont différents, en fait, la somme de ces trois modèles est au même niveau qu'un provider de KYC, à 1/10 du coût. Donc après, bon, ils ont décidé d'investir sur ce truc-là, c'est 1/10 du coût, donc c'est l'objectif. Encore une fois, pour plein d'autres boîtes, ça n'aurait pas été la réponse. Un logiciel de KYC, enfin, un provider de KYC aurait été la meilleure réponse. Il y a plein de cas d'usage comme ça. On ne les connaît pas tous. Alors j'ai lu je vois, c'est un blog post de Lenny, justement, qui avait fait un test pseudo-scientifique, pas du tout scientifique, sur justement est-ce que l'IA peut faire des tâches qui sont les plus difficiles au PM. Alors, il y en avait 3. J'ai en tête, c'était la stratégie, écrire des KPI, et j'ai oublié la 3e. Et après, en gros, ils ont mis au vote des cas humains versus des cas IA. Et sur 2 des 3, c'est plus l'IA qui a gagné que voilà. Et donc c'est assez intéressant parce que voilà, c'est aussi des tâches. Enfin, ils avaient basé ça sur les tâches que les IA qu'on trouve que les IA font mal. Mais en vrai, c'est aussi des tâches que les humains font hyper mal. Enfin, surtout stratégie, on voit un peu de tout et de n'importe quoi, je pense, en stratégie produit. Et donc, j'imagine que c'est aussi... voilà, c'était hyper intéressant de voir ça. Et ça, c'était sur des trucs très génériques. Et je pense que... Voilà, j'ai l'impression qu'on découvre des cas qui sont difficiles pour l'IA et pour ensuite découvrir qu'en vrai, on a des solutions pour ça. Donc, voilà, moi, je te rejoins, hein, c'est d'avoir le réflexe, de tester, de voir si ça fonctionne. Typiquement, nous, on s'est posé plein de questions sur la traduction, donc ce n'est pas sur la productivité des PM, mais en fait, en optimisant, est-ce qu'on peut aller contre améliorer la qualité de traduction entre un DeepL qui à l'époque n'utilisait pas d'IA, mais maintenant ils se sont améliorés, mais versus quelque chose où nous on peut rajouter notre tone of voice, avoir une IA qui spécifiquement nous aide à traduire notre contenu. Voilà, on arrive à casser en fait là où on pensait que l'IA allait pas être aussi forte. Donc pour moi c'est plutôt une question de temps. Enfin, je n'ai pas trop de cas d'usage. Je sais pas si tu attends là. Sinon, je peux rebondir peut-être sur une question. Vas-y, je t'en prie. Sur les limites de l'IA par rapport à là où elle n'excelle pas forcément et où on l'attendrait peut-être, c'est la capacité à comprendre un système complexe. Donc l'IA, elle a plus de connaissances que moi j'ai dans mon cerveau aujourd'hui. Ok, on est tous d'accord. Elle connaît toute l'histoire, elle connaît tous les faits, elle connaît... connaît. Voilà. Tout est dans la mémoire, tout est dans l'entraînement. Super. Mais quand j'ai besoin de l'activer, que je dois en faire quelque chose, elle doit l'amener dans sa mémoire court terme pour activer ses connaissances. Et pour l'activer, un humain est infiniment meilleur. C'est-à-dire que, certes, j'ai moins de connaissances, mais quand j'y pense, quand je pense à un système, je vais lier ces connaissances ensemble pour avoir une image mentale qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus fluide et beaucoup plus prégnante que celle d'une IA. C'est ce qu'on appelle sa context window, donc sa capacité à exploiter une donnée sur le moment quand je lui parle, est très limitée. Elle peut faire des merveilles sur quelques concepts assez rapidement, sur quelques phrases, sur quelques paragraphes, lier quelques concepts entre eux, peut-être mieux que moi.
Mais si je demande par exemple à mon CTO d'expliquer comment Revo est conçu et à une IA, elle sera incapable de faire le centième, voire le millième de ce que mon CTO a dans son esprit. Donc remplacer un développeur senior, par exemple, on voyait pas mal de gens qui voulaient faire ça avec des LLM. Aujourd'hui, c'est impossible. La connaissance est là, mais l'activer au sein de la context window pour que le système soit compris dans sa globalité en une fraction de seconde comme un humain peut le faire, on est encore super loin de faire ça. Pour une dernière réponse sur les cas d'usage qui marchent moins bien, plus concrètement au quotidien, généralement, on a tendance à parfois donner des problèmes qui sont trop complexes. Et je pense par exemple aux problèmes on donne des instructions qui à la fois requièrent de la créativité et du formatage, par exemple. C'est souvent les deux gros types de tâches qu'on va demander à l'IA, soit d'être créatif, soit de faire du formatage. Et quand on lui demande typiquement, fais-moi un tableau qui compare des chiffres de plusieurs concurrents, je ne sais pas. Là, on lui demande à la fois d'aller chercher de l'information et à la fois de la formater. Donc, du coup, on le contraint à formater quelque chose. Donc, s'il n'a pas une info, il va aller halluciner, il va inventer une information pour pouvoir remplir ce tableau. Donc, de façon très concrète, sur des problèmes du quotidien, les fois où ça ne marche pas, il faut surtout penser en premier à découper en fait, son workflow de travail, découper ses tâches et aller vraiment de la plus petite tâche et ensuite itérer, rajouter plus de contexte pour demander d'abord voilà, trouver des informations et ensuite les formater. Par exemple, ça peut être un exemple pour faire en sorte que ça marche mieux. Merci Chloé. Je vois qu'il y a plein de gens qui ont hoché la tête, donc je pense que ça a résonné. Il y a quelque chose qui marche, mais sur lesquels on s'auto-limite, qui est pour moi la question de confidentialité des données et de risque. Et c'est intéressant, je trouve que c'est tu parlais de KYC, parce que c'est justement par essence une donnée qui aujourd'hui est perçue comme très confidentielle et sur lesquelles du coup on a peur d'avoir des fuites de données. Aujourd'hui, est-ce que c'est un enjeu que vous avez justement eu, de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de garder cette notion de sécurité? Et si oui, comment vous l'avez adressé? On va prendre deux positions extrêmes. La première position, c'est que, quelle que soit votre perspective philosophique sur la privacy, en fait, vous avez déjà donné toutes vos données, soit à Facebook, soit à Instagram, soit à Google, etc. Donc, est-ce que ça change vraiment? Bon. Et je prends l'autre position extrême, qui évidemment, ça pose des problématiques bien plus complexes, puisque non seulement il y a et il y aura encore plus de données, mais elles ne sont pas forcément contraintes à des environnements ou à des personnes. Google est quand même gère très très bien ma donnée personnelle pour ma recommandation personnelle par rapport aux autres. Okay, et donc, nous, on a commencé par il y a quand même plein de cas d'usage sur des données publiques, non confidentielles, qui n'ont pas de données identifiables personnellement. Donc, nous, on a commencé par là, c'est une évidence, parce qu'il n'y a aucune contrainte entre guillemets, de sécurité. Il faut aussi rentrer dans les détails techniques, parce que nous, par exemple, on a évidemment aussi, on sait éduquer et on a éduqué notre équipe juridique sur ces sujets. Parce qu'en fait, sur plein de sujets, les LLM n'ont pas la mémoire de tous les détails et on utilise plusieurs LLM, une partie qui va vectoriser, faire le search, faire les embeddings, etc. Et ensuite un LLM pour faire vraiment le travail de réponse. Et donc, quelle information a été envoyée à quel moment, c'est pas aussi simple que de dire, alors, en fait, on a envoyé toutes nos données, etc. On a utilisé aussi des LLM, par exemple, pour anonymiser les données. Il y a des modèles qui existent uniquement pour faire ça. Et donc, c'est un peu ce que tu disais, Chloé, sur les workflows, en fait. On peut se dire, on va faire un LLM pour anonymiser, et ensuite, avec des contraintes évidemment particulières, mais après, on est une boîte sur des données sensibles, la paye, avec RGPD, etc. Et donc, un truc très concret, nous, on est un shop toujours AWS. En fait, AWS était un peu en retard et on a commencé avec Microsoft Azure OpenAI. On a mis des contraintes particulières. Et nous, ça va être un sujet beaucoup plus 2025. Parce que, par exemple, on a lancé un assistant basé à l'IA vis-à-vis de nos clients admin PayFit. On l'a lancé il y a à peu près 100 jours. Mais c'est sur des bases de connaissances qui n'ont pas de données ni employés, ni entreprises. Évidemment, c'est une des prochaines étapes. Et là, on aura des contraintes de sécurité et privacy bien plus importantes. Donc, je pense que c'est une question
d'attitude au risque, de compréhension, et de par quoi on commence. Et il y a vraiment aussi plein de modèles pour essayer de gérer ces choses-là, et des contraintes aussi d'infrastructures réglementaires, etc., où l'Europe et les États-Unis ne gèrent pas de la même façon. Ça, voilà, on peut rentrer dans le détail. Mais... Il y a une question donc dans la privacy aujourd'hui, ça repose beaucoup sur la confiance. Donc mes données, je les héberge chez AWS, GCP, Azure, bah, je leur fais confiance. Ils ont les certifications, etc. Mais c'est pas moi qui contrôle. Donc il y a énormément de données qui sont déjà, comme tu disais, chez des prestataires qui les hébergent pour nous. Et on a des contrats, Data Processing Agreement, des certifications, ISO 27001, SOC de type 2, tout ce que vous voulez, qui font que, OK, je me dis que je vais leur faire confiance. Donc c'est vraiment une relation de confiance avec des prestataires. Sauf que le LLM, il y a un côté intime. C'est-à-dire que la conversation, la UX, elle est conversationnelle. Donc je lui parle. Et je ne sais pas si je vous pose la question, est-ce que vous êtes déjà censuré en parlant à ChatGPT et dire est-ce que je peux lui dire ça ou pas? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que qu'est-ce que je peux lui dire et qu'est-ce que je peux pas lui dire? Parce que ça mimique le comportement humain, une conversation. Donc naturellement, je vais me dire ok, il y a des choses que je peux, je ne peux pas dire, des choses que je dois pas dire. Est-ce qu'elles vont rester dans sa mémoire, etc. Là aussi, ça se base sur la confiance. Et donc on a les providers boîte noire. OpenAI, Anthropic, à qui je dois faire confiance. Donc, si j'utilise les API d'OpenAI, ce n'est pas moi qui héberge le modèle. Donc, je fais confiance à OpenAI, je signe un Data Processing Agreement avec eux, je regarde leur certif. Ils me disent qu'ils n'ont pas de log sur le programme Enterprise et qu'ils n'utiliseront jamais mes données. Je leur fais confiance. L'autre manière de faire, c'est d'aller sur les modèles open source. Open source sur ma propre infra. Donc, moi, je contrôle l'infra, je le mets sur mon propre AWS, ça tourne chez moi. Normalement, AWS n'y touche pas, il n'y aura jamais accès. Je leur fais confiance, mais en même temps, je peux un peu plus contrôler qu'une boîte noire. Et après, tu as le modèle qui tourne en local sur ma machine. Et là, c'est le summum de la privacy. C'est quelque chose sur lequel on va de plus en plus. Et ce qui sera intéressant, c'est d'avoir des modèles hybrides qui courent à la fois sur ta machine et qui vont chercher de la donnée sur des bases de données vectorielles extérieures. Et là, ça commence à être intéressant parce qu'on aura le meilleur des deux mondes. Et quand on voit ce que Mistral fait avec Nemo, par exemple, j'ai Nemo qui tourne en local sur ma machine. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement rapide sur un Mac M2. Je n'ai pas besoin de serveur, je n'ai pas besoin d'avoir confiance en qui que ce soit. Ça tourne chez moi. Et donc, je contrôle. Voilà, donc c'est des vraies questions. Et il y a des risques. Maintenant, je pense que ces risques ils sont très maîtrisés aujourd'hui parce que les acteurs sont sérieux, la réputation est en jeu. Et comme on fait confiance aujourd'hui pour l'hébergement des données, on peut faire confiance de la même manière sur le LLM. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. Est-ce que vous avez tous posé la question à ChatGPT que sais-tu de moi? Ouais, c'est énorme. Voilà, faites-le, et puis après, si vous dites supprimer les données, en fait, ça va supprimer les données. En tout cas, on a confiance. La réponse match la réalité. Normalement, ça marche. Je vois qu'il est déjà 20h, donc je vous propose de passer à la partie Q&A. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Merci beaucoup pour votre intervention, etc. C'était très intéressant. Roxane a posé la question tout à l'heure un peu sur la partie adoption, prompt, etc. On en a un petit peu parlé, mais je trouve pas assez, parce qu'aujourd'hui, même moi, quand je le vois, c'est bête, mais ma mère me dit je veux utiliser ChatGPT. Elle me dit comment je fais un prompt, comment j'écris, comment ça se passe, etc. Et je le vois même dans les équipes aussi, quand on parle des parents, mais même dans les équipes internes, que ce soit des sales, etc. Quand on n'est pas produit tech, où on se dit vas-y, on va mettre les mains dedans, et parce que c'est notre nature aussi d'être assez curieux, de tester ces choses-là. Dans les autres équipes, il y a quand même un peu un enjeu de... les gens viennent te voir comme référent parce qu'ils pensent que tu es tech, donc du coup tu connais comment prompter. La vérité, c'est qu'il n'y a pas... personne n'a la science infuse là-dessus, parce que même vous l'avez dit, c'est assez compliqué. Mais du coup, je trouve que c'est quand même un gros vecteur qui aujourd'hui bloque pas mal l'adoption. Je ne sais pas comment vous... tu as un peu mentionné, je crois que vous formez les gens en interne, etc. Et tout, mais est-ce qu'il y a un peu des conseils que vous pourrez donner sur comment est-ce que, quels sont les principes, parce que évidemment OpenAI te donne des guidelines, Mistral aussi, etc. Mais il y a les guidelines que eux te donnent, et il y a la réalité derrière de comment tu fais un bon prompt, comment tu fais un bon GPT aussi en agent, ou parce que du coup faut aussi bien gérer cette partie-là. Donc je suis un peu curieux de vos retours là-dessus.
Je veux, tu veux aller? Enfin, tu l'as mentionné, mais il y a quand même des guides hyper bien faits de prompting, notamment celui de Claude Anthropic, enfin, je pense, et d'OpenAI. Tu en as d'autres. Donc ça, c'est de la lecture, familiarisation, etc. Rien ne remplace essayer. Et je te donne un exemple hyper concret. Je vais faire un prompt sur un assistant particulier et ça va marcher correctement. Je vais ensuite changer de modèle, ça va marcher un tout petit peu mieux. Et ensuite, je vais faire un prompt qui est 10 fois plus compliqué et ça va marcher moins bien. Mais dans un deuxième cas, ça va exactement donner un résultat différent. Donc, il y a un tout petit peu de magie ou d'art, je crois que c'est Mehdi qui disait ça. Partager les prompts, ça Mehdi, tu l'as mentionné. Il y a des boîtes qui font aussi ça. Et puis, il y a une partie, par exemple, là, nous, on vient juste de mettre en place, parce que maintenant on a un volume de conversation avec notre agent conversationnel PayFit Copilot qui est assez énorme. Enfin, on a 50 000 conversations en 100 jours. Et donc il y a certainement d'autres outils, mais nous on vient d'implémenter Literal.ai pour la partie observabilité, analytics, etc. Et tu peux avoir, entre guillemets, tu as ta partie observabilité pour comprendre ce qui s'est passé et tu as un playground où tu peux dire je vais adapter le prompt pour voir en live sur cette conversation si c'était meilleur, etc. Et peut-être un dernier, c'est un peu de la surprise aussi, mais il y a des gens dont la compétence fondamentale est de bien écrire. Les avocats savent très bien écrire. Les UX writers savent très bien écrire. Et nous, par exemple, parmi les meilleurs prompts, ça vient de ces personnes-là. Donc je pense qu'il y a un petit peu de partage, apprentissage, discovery, best practice, et selon les cas, les choses sont différentes. Donc c'est peut-être pas très satisfaisant comme réponse, mais ça te donne des pistes. Ouais, nous on a bien partagé sur un canal Slack avant, après. On montre un prompt qui ne marchait pas, puis on montre un prompt qui marche. C'est bien d'avoir cette culture. On a un endroit où partager les prompts, on lui donne un espace. Voilà, c'est un endroit d'intérêt. Et, on essaie d'avoir des communications très régulières là-dessus. Partager des histoires sur les prompts, c'est un sujet qui commence à passionner beaucoup. Moi, j'avais partagé l'histoire d'un ami du coup qui ne connaissait pas trop l'IA, même si c'est quelqu'un de très éduqué, qui fait un job assez technique, qui vient et qui me dit je dois faire une présentation là, pour demain. J'ai besoin d'un Excel, d'un PowerPoint. Je lui dis tiens, crée un compte sur Claude et ChatGPT, prends le compte payant parce que c'est assez costaud ce que tu veux faire. Donc le matin, il me dit ok, j'y vais et tout. Et après, en fin d'après, il me dit écoute, ça fait tout l'après-midi que j'attends que ChatGPT m'envoie mon PowerPoint et mon Excel. Je lui dis comment ça? Il me dit ouais, il m'a dit qu'il est en train d'avancer là. Et là, il a 60%. Je dis comment ça, 60? Ouais, tout à l'heure, il était à 50 et quand je lui dis, il me dit 60 et il me dit d'attendre encore une demi-heure. Je dis mais ça marche pas comme ça, c'est impossible. Et en fait, le prompt a halluciné, il s'est commencé à lui mentir, le ChatGPT a commencé à lui mentir et à lui faire croire qu'il bossait pour lui. Et j'ai halluciné, là, je me dis mais en fait, nous on se rend pas compte, mais les gens ils viennent avec un esprit candide sur ces LLM, ils savent pas comment ça marche. Et on leur a promis plein de choses parce que nous on leur raconte des trucs exceptionnels, mais en fait ils n'ont pas eu d'intro, il n'y a pas d'onboarding. Quand tu démarres sur OpenAI, tu as juste le chat, quoi. Tu as quelques fenêtres, mais il n'y a personne qui te dit. Donc, en fait, j'ai tout de suite compris que oui, je comprends je comprends ton attitude et ça me fait marrer, mais en même temps, c'est possible d'avoir des attentes pareilles. On te dit qu'il peut faire des Excel, qu'il peut faire du code, etc. Donc lui, il s'attendait à avoir un PowerPoint complet, un Excel complet. Et il se croyait que ça marchait toute la journée, que le truc, il bossait dans son coin et puis qu'il allait revenir vers lui dès que c'est prêt. Et ça m'a fait tilter. Je me suis dit, on a encore vraiment un énorme travail d'onboarding à faire. Énorme travail. Et en même temps, c'est nouveau, donc voilà, va falloir faire un travail. Je pense que ça peut donner des idées. Il y a une industrie, tout un travail à faire d'éducation là-dessus. Donc je pense qu'il y a des choses à faire en fait. Moi, hyper pratico-pratique en tant que leader produit, c'est de revoir les plans de développement de tout le monde et de faire en sorte que l'IA fait partie de ces plans de développement. C'est un truc, à l'échelle de l'entreprise, c'est hyper important d'avoir cette idée de sa workforce, ses compétences là-dessus. Donc, voilà. Et peut-être dernière chose, se connecter avec les ressources, genre les ressources américaines, que ce soit par exemple, Ethan Mollick sur LinkedIn qui parle beaucoup d'IA, ou que ce soit même il y a des newsletters qui sont super, qui peuvent te tenir au courant de tout ça. Moi, j'aime beaucoup de Neuron, qui est trop bien.
Et du coup, bah, ça tient au courant un peu de tous les nouveaux outils qui sortent. Du coup, ça rajoute aussi un peu à se sentir faire partie du truc, quoi. Et après, c'est une compétence. Donc, il faut monter en compétence, il faut apprendre. Et du coup, effectivement, le prompt engineering, c'est une compétence enfin, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Donc, c'est sûr que quand on arrive la première fois, on ne sait pas comment on fait. Et il y a des critères, il y a des super ressources qui se trouvent. Et après, un dernier élément aussi, je pense, avec tout ce qui est la voice, je pense que plus les outils vont évoluer, plus ils vont être multicanaux et on va pouvoir les utiliser. Voilà. Enfin, moi, je sais que je l'utilise de plus en plus en parlant sur mon téléphone. Et du coup, ça, je pense que ça va encore toucher plus de personnes qui sont plus à l'aise peut-être avec cette façon de communiquer avec l'IA. Je vais essayer de répondre à ta question. Je vais qu'il y avait une question derrière. Bonsoir, parfait, ça marche. Moi, j'avais une question pour Sylvain. Tout au début, tu as parlé des assistants qui sont des personas avec qui les PM peuvent dialoguer. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est un écart qu'on voit souvent entre des PM qui sont là depuis longtemps et qui connaissent très très bien les personas et ceux qui arrivent qui les connaissent moins. Et donc concrètement, avec quelle source d'informations vous avez construit et sur les PM de l'équipe aujourd'hui, il y en a combien qui s'en servent sur le total des PM et enfin, au quotidien, je veux dire. Très bonne question. Sur quelles informations? En fait, on l'a fait avec, je ne suis pas sûr de connaître tous les détails, mais des interviews utilisateurs, style une dizaine de vidéos dans un drive. Le détail fait par notre équipe UX Research sur les personas. Et j'imagine 2-3 autres trucs. Et c'est un assistant assez simple qui permet donc quand même une compréhension à la fois, on va dire, quantitative, profiling côté user research et une petite partie quali pour ancrer sur certains comportements, réactions, etc. Pour être très honnête, cet assistant est utilisé beaucoup plus par les designers que par les PM. Nous, là, on vient de sortir un petit truc. On s'est amusé sur Snowflake, sur une app Streamlit. On a pris tous les gens qui utilisent les assistants IA par département et on les a catégorisés en laggard versus advanced user. Et donc après, ce qui est important, c'est l'absolu. Nous, on avait 300 personnes qui ont utilisé les assistants IA en direct le mois dernier. Et comme en plus, il y a 300 personnes qui utilisent via Salesforce, ça veut dire qu'il y a 80% de la boîte qui maintenant utilise l'IA au quotidien. Par contre, enfin, pas au quotidien, c'est un peu mentir. Il y a, par exemple, 30% des PM qui utilisent l'IA moins de 10 fois par mois. Donc après, voilà, c'est les patterns d'usage, d'utilisation. Et on peut regarder par assistant, etc. Donc, il y a, comme toujours, des power users et des gens qui utilisent moins, des power users d'un assistant, de plusieurs assistants, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Sinon, je peux peut-être parler fort. Je sais pas. On t'entend. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup pour la conversation. C'était très enrichissant. Moi, je suis totalement convaincu. Alors, je viens de grands groupes. Et du coup, ma question va plutôt s'adresser à toi, Chantal. Sur la partie privacy, c'est quoi ton retour d'expérience sur la partie adoption? Comment est-ce que tu fais pour que ces outils de GenAI puissent être utilisés dans le cadre d'un grand groupe? Ouais. Ah, si j'avais les clés du camion, j'ai des idées de ce que je ferais. Oui, alors aujourd'hui, en réalité, la guideline chez nous, c'est de ne pas l'utiliser sur notre compte pro et de ne pas utiliser des données confidentielles. Donc voilà, donc il y a des moyens de contourner ça pour pas mal de use cases. Bon, ça reste des use cases très génériques et pas intégrés à nos workflows. Donc dans ce contexte-là, c'est vraiment plus, disons, un marché plus underground de l'adoption de l'IA. Donc c'est plutôt des partages dans la communauté, des gens qui vont montrer, ah bah voilà, on a testé ça, on a fait ça. Voilà, on a une communauté produit plutôt active et qui est dans le partage. Donc ça, c'est voilà, donc, mais c'est une adoption purement organique et pas du tout
voilà, poussé en tout cas dans une stratégie d'amélioration de l'entreprise. Et je pense que, voilà, comme je disais, hein, je pense que les PM ne sont pas la priorité, parce que voilà, c'est la réalité. Mais que j'ose espérer qu'avec les autres suites d'outils qu'on utilise, typiquement, on est sur des outils de productivité globaux, qu'avec les renouvellements de contrats, etc., qu'on pourra avoir d'autres features qui nous permettent en fait d'avoir accès à des choses qui sont plutôt propres à nous et où la sécurité va être moins un enjeu. Mais oui, c'est le grand frein, surtout que c'est un frein plus imaginaire que réel pour parfois. Enfin, c'est un peu un côté, c'est l'inconnu, on a plein d'autres trucs à gérer, donc voilà, priorité numéro 2. Donc voilà. Et, enfin, Ouais. tu vois, par exemple, nous, on n'est pas une grosse boîte, mais aussi on a des contraintes de sécurité. Je pense qu'il y a des types très très concrets. En fait, tu as combien de logiciels chez toi qui tournent et combien de ces logiciels ont des roadmaps IA? Ça va être plus facile d'utiliser des logiciels existants qui ont été approuvés par Procurement and Legal 2 ans avant, qui vont mettre une feature IA, que d'aller sourcer un autre logiciel. Donc ça, c'est un truc hyper concret. Tu vas voir ton ou ta directeur juridique, plus quelqu'un de l'exco, et si tu arrives à convaincre ces 2 personnes sur un cas d'usage où il n'y a pas de données personnelles et leur montrer le gain de productivité, tu auras fait un pas énorme. Je pense qu'il y a des trucs très très concrets comme ça. Il faut juste, dans les grands groupes, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir le sponsorship, mais ça se trouve. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre la dernière question qui est derrière et après on pourra passer au cocktail. Bonsoir, merci pour votre conférence. J'aurais aimé savoir si dans vos aventures respectives, vous aviez testé par exemple les fonctionnalités IA, par exemple des solutions Atlassian, Jira, Confluence, Notion, Coda. Et pareil pour Payfit, est-ce que vous avez décidé de faire appel à des ML engineers pour développer, vous avez évoqué Streamlit, pour développer vous-même vos solutions, de type RAG par exemple, ou si justement le choix c'est plutôt porté sur des solutions d'assistants existantes, Dust ou d'autres. Quel compromis a été fait là-dessus? Merci. Un des premiers outils qu'on a testé d'un point de vue IA, c'était Intercomfin sur la partie Customer Support. Au final, pour plein de raisons, pas de GDPR compliant, pas la qualité, etc. On a fait un truc nous-mêmes. D'abord avec Dust et ensuite nous-mêmes. Jira, Atlassian, on a commencé à utiliser la partie IA. Ça marche correctement, mais c'est pas exceptionnel. Puis on n'a pas la partie... Il y a une partie qui est derrière le compte entreprise, donc on n'a simplement pas l'argent pour payer les licences. On a essayé Slack pendant 1 mois sur toute la boîte, c'était une catastrophe. Slack AI, peut-être ça a progressé maintenant, mais ils ont mis 1 an et demi pour sortir et c'était vraiment de très piètre qualité. C'est-à-dire que Dust sur Slack marche 10 fois mieux que Slack AI, juste pour être concret. Notion, après, tous les problèmes, c'est un problème de pricing, de nombre de licences et de coût du risque. Donc, c'est génial de tester. Nous, en tout cas, on n'a pas de budget limité. Et Notion, par exemple, je ne sais pas comment ils vous traitent, mais ils essaient, en gros, d'augmenter le prix de la licence par utilisateur de 50 à 100% avec les coûts AI. Donc, après, il faut le faire sur le bon outil. Personne ne peut tester tous les outils. Donc, l'équation de qu'est-ce qu'il faut tester, quand, parce que ça change et à quel prix, c'est un sujet. Moi, j'aimerais donner 100% de licence à tout le monde par défaut et bien utilisé, mais ça n'existe pas. Et ton autre question sur la partie ML Engineer, les contextes sont tous différents, mais pour faire court, nous, on a très très peu, voire moins de 2 ML Engineers dans la boîte. Et donc, en fait, tout ce qu'on a fait en IA, c'est avec de l'ingénierie et pas de ML Engineer. Pour simplifier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Écoutez, merci beaucoup. On vous propose de scanner ce QR code pour nous donner votre avis sur la table ronde. N'hésitez pas aussi à proposer des sujets si vous avez envie qu'on aborde un sujet pour une prochaine table ronde. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu.